Alors, je vous présente nos deux prochains invités. Euh, Dans le cadre du chantier sur l'adaptation du droit d'auteur à l'ère numérique, le ministère de la Culture et des Communications a confié un mandat à l'Institut national de la recherche scientifique pour la réalisation d'un état de la situation concernant les principaux défis et enjeux qui sont rencontrés par les milieux culturels. C'est les principaux résultats de ces travaux-là qui sont présentés. C'est fascinant de lire ce rapport-là. Je l'ai lu hier en m'en revenant dans l'avion et c'est vraiment incroyable de voir toutes les doléances, en fait, et aussi l'investissement du milieu culturel dans ces questions-là. Les gens se sentent très concernés. C'est un travail aussi, je pense, qui a demandé beaucoup de travail parce que ça s'est fait en 1 an. C'était énormément d'acteurs à convoquer, beaucoup de trucs à mettre en forme. Le rapport il est consistant. Hein. Je peux vous dire qu'il est très consistant. Alors, je vous présente Christian Poirier et Georges Azaria, à qui on doit notamment ce rapport-là. Christian Poirier, qui est professeur agrégé à l'Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation, Culture et Société à Québec. Il est également directeur du programme de maîtrise en pratique de recherche et action publique. Ces recherches portent sur les industries culturelles, la participation et la citoyenneté culturelle, la culture et l'environnement numérique, ainsi que les organisations, institutions et politiques culturelles. Georges Azaria est professeur en matière de propriété intellectuelle et de méthodologie à la Faculté de droit de l'Université Laval à Québec. Il s'intéresse particulièrement aux technologies numériques sous l'angle de la propriété intellectuelle et de la régulation juridique. Je les laisse présenter les résultats de leur grand dossier. Georges Azaria, Christian Poirier. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'abord au ministère de la Culture et des Communications pour ce mandat qui a été octroyé à l'INRS et essentiellement donc à Jonathan Roberge qui a dirigé donc l'équipe de recherche dont je vais parler dans un instant. C'est une recherche donc dirigée par Jonathan avec Georges, Guy Bellavance et moi-même. On avait un mandat vraiment très clair d'examiner à la fois les aspects de droit d'auteur à l'ère du numérique dans un ensemble de secteurs culturels, d'où l'idée justement de conjuguer nos efforts à plusieurs chercheurs et dans une double perspective à la fois sociologique, d'une part, et aussi juridique, d'où évidemment l'implication de Georges dans ce projet. Et nous avons évidemment été accompagnés de plusieurs étudiants, toute une équipe de recherche, en fait 8 étudiants qui nous ont accompagnés à la fois à l'INRS, mais aussi à l'Université Laval. Donc les objectifs et le mandat qui nous a été octroyé, 3 objectifs principaux qui sont liés à la question des droits d'auteur. D'abord, la question de la rémunération des créateurs. Deuxièmement, les mécanismes de gestion des droits individuels, mais aussi droits surtout collectifs. On en a déjà parlé depuis ce matin. Et troisièmement, aussi le développement de l'offre légale des contenus québécois en ligne, donc toute la question des plateformes. Donc un mandat très élargi, très complexe, mais toujours en lien avec la question des droits d'auteur. Et d'emblée, l'objectif était d'établir donc l'état de la situation au sein de 5 grands secteurs de participation culturelle. La musique et l'enregistrement sonore, qui est probablement un des premiers secteurs qui a été touché, en fait interpellé, je dirais, par l'avènement du numérique. L'édition et la littérature, incluant aussi les bibliothèques. Troisièmement, l'audiovisuel et le multimédia. Audiovisuel, donc, qui inclut notamment le cinéma, mais aussi la télévision. Quatrièmement, les arts visuels et la muséologie et les arts de la scène. Ces 2 derniers secteurs étant, a priori, généralement dans la population, peu interpellés par le numérique, mais qui sont vraiment, et vraiment nos recherches l'ont démontré, interpellés de plus en plus par le numérique. Le numérique, d'abord, quelques éléments de contexte. Donc, je vais d'abord présenter le contexte de l'étude, la méthodologie, des premiers constats généraux, donc je n'irai pas dans le détail des résultats de l'étude, on n'a pas le temps de le faire. Les rapports sont disponibles en ligne, mais je vais aborder les aspects plus méthodologiques et sociologiques, et Georges ensuite complétera avec les aspects plus juridiques concernant le droit d'auteur. Donc d'abord, quelques éléments de contexte qui ont déjà été abordés, notamment par M. Chantepie ce matin. La situation actuelle au point de jonction, je dirais, de la culture, du droit, de l'économie, du politique aussi, et
ce qu'on pourrait appeler du code informatique, des algorithmes, etc., fait en sorte que, effectivement, l'ensemble des secteurs culturels sont en transformation. On parle ici non pas de révolution, mais vraiment de transformation. L'ensemble des développements technologiques dans l'histoire de la culture a amené des transformations et non pas des révolutions majeures. Ceci étant dit, ces révolutions et ces transformations, je dirais, arrivent selon les secteurs à des rythmes potentiellement différents et divergents selon les différents acteurs et les différents secteurs culturels. Autrement dit, il y a à la fois des formes de continuité, donc de régulation et de façon de faire, de modèles d'affaires qui proviennent du passé, mais en même temps d'autres innovations qui interpellent. Et c'est un élément fondamental, je dirais, de l'ensemble des discussions qu'on a eues avec les acteurs. C'est cette cohabitation, parfois harmonieuse, parfois souvent conflictuelle, entre justement des façons héritées du passé de fonctionner et de nouvelles innovations. Démarche méthodologique, et ici on peut parler d'abord, évidemment, tout ce contexte de la numérimorphose interpelle le droit d'auteur, et là je vais laisser Georges en parler dans un instant, mais l'important c'est de considérer que différents niveaux de transformation selon les secteurs. Et on l'a constaté, la recherche nous a permis, en couvrant les 5 grands secteurs, de voir les vitesses, les rapidités ou les différents niveaux d'intensité, d'interpellation concernant le numérique. Et les rapports permettent de le faire, et surtout aussi le rapport synthèse que l'on a rédigé suite à l'ensemble des 5 rapports sectoriels. On peut parler ici, et c'est un concept évidemment central qui a été évoqué ce matin plutôt par M. Chantepie, de phénomènes de réintermédiation. Et ici, on emprunte notamment aux auteurs Chercou et Kaufmann, qui ont développé un ensemble de concepts, mais d'autres auteurs aussi l'ont développé, concernant ces phénomènes d'intermédiation, c'est-à-dire d'arrivée de nouveaux acteurs dans une chaîne culturelle donnée, de réintermédiation, donc un acteur déjà existant qui se réinvente à l'ère d'une nouvelle donne technologique, numérique. C'est le cas, par exemple, tout à fait de Netflix, c'est le cas de Québécois aussi avec le club illico, mais c'est le cas d'autres acteurs aussi, et des phénomènes aussi que plusieurs craignent de désintermédiation, c'est-à-dire de disparition d'un intermédiaire. La chaîne culturelle, les chaînes culturelles sont formées du créateur jusqu'au consommateur, utilisateur, sont formées d'intermédiaires, et le numérique bouleverse, ou en tout cas questionne l'ensemble de ces acteurs, et dans l'ensemble des 5 secteurs, ces éléments, évidemment, sont revenus à l'avant-plan. Au niveau de la démarche méthodologique, essentiellement, 2 démarches, 2 outils ont été privilégiés. D'abord, une série d'entretiens avec des acteurs importants, des organismes culturels, des institutions culturelles, par le biais de 2 principaux moyens. Donc d'abord un sondage auprès des acteurs, mais aussi des rencontres individuelles auprès de certains organismes et institutions ciblées, une recherche documentaire également, et dans un deuxième temps, donc tout cela s'est fait à partir donc de 2014-2015. Dans un deuxième temps, une série de rencontres que l'on a qualifiées de validation, c'est-à-dire des forums de discussion avec les acteurs, plusieurs des acteurs qu'on avait rencontrés, d'autres qui n'avaient pas pu non plus être rencontrés, et avec qui on a voulu donc discuter des principaux constats qui sont ressortis de l'enquête, de la recherche, et pour aller à une étape plus loin, c'est-à-dire à partir de ces constats concernant le droit d'auteur à l'ère du numérique dans chacun de vos secteurs, quelles propositions vous pouvez mettre de l'avant. Et ça dans l'optique de préparer la rencontre d'aujourd'hui et de demain. Et dans l'objectif, donc, d'arriver avec des moyens concrets de proposition. Donc, notre démarche vise à la fois la recherche scientifique, donc recherche documentaire, entretien semi-dirigé de type qualitatif. Donc, c'était vraiment un objectif fondamental au départ. On possède plusieurs statistiques, on en a, de l'Observatoire de la culture et des communications et d'autres sources, mais la démarche ici était vraiment de cerner comment les acteurs eux-mêmes cernent et perçoivent leur rapport
aux droits d'auteur à l'ère du numérique dans chacun de leurs secteurs. Et au-delà de cela, l'objectif en était aussi un de mobilisation des connaissances, c'est-à-dire de réunir les acteurs entre eux, notamment lors de ces forums de discussion. Donc, il y a notamment 5 forums par secteur qui ont eu lieu, et il y a 2 forums aussi plus généraux qui ont été entrepris afin de mobiliser les acteurs et de préparer notamment la réunion, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Synthèse, très rapidement, donc au niveau des aspects sociologiques, et Georges développera les aspects plus juridiques en lien avec le droit d'auteur. D'abord, un des premiers constats renvoie à une problématique, je dirais, de dédoublement, ou plutôt de multiples dédoublements, qui rendent l'action des milieux culturels plus incertaine, plus ardue. Il y a d'abord un dédoublement des formes de consommation entre les anciens et les nouveaux supports, les formats dits physiques, œuvres originales, spectacles vivants, livres papier, etc., et les plateformes qui les dématérialisent, streaming, web-séries, banques d'images numériques, etc. De là s'ensuit ce qu'on pourrait appeler une cascade d'autres dédoublements, dont celui de la diffusion, à savoir la quasi-obligation d'être présent et de constater et consacrer nombre d'efforts à ces formats et chevauchements. Je vais y revenir dans un instant. Et pour plusieurs des intervenants qu'on a rencontrés, ça représente 2 fois la charge de travail et vraiment un fardeau extrêmement important. Deuxièmement, les modèles d'affaires qui se complexifient, les outils de promotion se scindant à défaut de pouvoir se reproduire à l'identique d'un format à l'autre. C'est apparu avec une grande acuité, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, alors que, par exemple, le financement via les crédits d'impôt ne s'applique que très peu ou pas du tout aux produits numériques. Les ressources humaines aussi, aspect important qui est ressorti de nos constats, des dédoublements qui représentent une forme importante de pression pour les milieux de la culture dans leurs opérations quotidiennes, c'est-à-dire très souvent dans les ressources humaines qu'elles doivent y consacrer. Les tâches sont souvent plus complexes et nombreuses, alors que les ressources affectées demeurent sensiblement les mêmes. La formation, aussi, un aspect important qui est ressorti de l'étude, relevé par plusieurs, puisque les compétences nouvelles qui sont exigées ne sont pas toujours formellement prises en charge par les relais que sont le système d'enseignement, d'éducation ou de formation continue, à propos, par exemple, de l'édition numérique ou du marketing web, entre autres. Les mécanismes de gestion collective aussi, évidemment, est extrêmement important. Un flou ressort de l'ensemble de nos entretiens auprès des dizaines et des dizaines de participants que l'on a rencontrés. L'idée même d'une simplification des mécanismes de gestion ne peut faire l'impasse sur la réalité aujourd'hui de leur complexification et de la perte de repères qui semble l'accompagner, entre autres, et Georges l'abordera, suite à l'adoption de la loi C11 et à l'affaiblissement des collectifs notés par plusieurs experts aussi que l'on a rencontrés. L'offre de contenu culturel aussi est absolument cruciale et ressort vraiment de notre recherche. C'est un constat qui renvoie plus particulièrement à la question du développement de l'offre légale et celui qui pose en termes économiques l'enjeu de la visibilité des produits culturels québécois. Et là, un constat important, si le piratage peut demeurer un problème qui a été soulevé par certains acteurs, force est de constater qu'il n'a plus la même actualité qu'il y a même 5 ans. Et que, de ce fait, c'est surtout l'abondance d'une offre légale, culturelle, mondialisée qui fait aujourd'hui l'objet de réflexions. Autrement dit, la question de l'illégalité est davantage nuancée qu'il y a quelques années. C'est vraiment la question de la visibilité de l'offre culturelle québécoise dans une offre culturelle mondialisée qui, aujourd'hui, questionne davantage les acteurs dans l'ensemble de nos 5 secteurs. La diffusion-promotion peut être ponctuelle et donc hautement difficile à pérenniser. C'est un constat généralisé. Et compte tenu, entre autres, de l'obsolescence technologique, cette difficulté à entretenir les équipements et à trouver des soutiens à la promotion qui puissent s'adapter sur de plus long terme apparaît particulièrement problématique pour la majorité des interlocuteurs. Découvrabilité et prescription, je viens d'en parler, un élément extrêmement important. Une attention de plus en plus soutenue chez la majorité des intervenants quant à l'importance aujourd'hui des processus de prescription culturelle. M. Chantepie en a parlé plus tôt, c'est-à-dire des mécanismes donc d'éditorialisation et donc de choix de ce qui est présenté aux différents publics. Là aussi, il y a un questionnement majeur chez nos intervenants.
Et évidemment, c'est en lien avec la montée en puissance de ce que Van Dyck et Powell appellent la plateformisation du monde, c'est-à-dire donc cette multiplication, cette prolifération des plateformes web. Donc, il s'agit, encore une fois, on revient à ce qui a été dit plus tôt, de mieux comprendre les subtilités des GAFA, donc Amazon, iTunes, Netflix, Spotify, Apple, etc., qui sont présents au Québec, et entre autres de voir que ces plateformes ne sont pas qu'automatisées, mais qu'elles offrent aussi des listes, pour ainsi dire, choisies à la main par des connaisseurs, par des éditeurs, par des publics aussi, qui deviennent eux-mêmes prescripteurs de contenu et passeurs culturels à l'ère du numérique. Et tout cet écosystème doit être mieux compris selon nos intervenants. Les plateformes québécoises, évidemment, constituent un enjeu important. Et ici, le constat qu'on peut observer de la recherche est assez ambivalent. Doit-on créer vraiment des plateformes culturelles québécoises du type Fabrique culturelle de Télé-Québec ou s'arrimer à des plateformes existantes? Et je dirais qu'aucun consensus n'en a découlé. Et je souhaite que durant les discussions, évidemment, d'aujourd'hui et de demain, cet aspect soit abordé. Mais de nos discussions préalables, aucun consensus n'en a découlé. L'importance de la représentation politique. Compte tenu des champs de compétences du gouvernement du Québec, compte tenu des champs de compétences du gouvernement fédéral, évidemment, en termes de droits d'auteur, Georges aura l'occasion d'en parler. Évidemment, le Québec a des pouvoirs limités, mais il a des pouvoirs importants. Il peut faire des propositions, notamment en termes soit de plateforme ou d'agencement ou de contrat, notamment. Georges en parlera encore une fois. Mais ce qui est ressorti, c'est l'importance que le gouvernement du Québec effectue de la représentation politique, à la fois à l'interne, c'est-à-dire au sein du Québec, mais aussi à l'externe, notamment au niveau du Canada, mais aussi au niveau plus international. Redistribution des redevances, je vais aller très rapidement parce que Georges va vraiment le développer. Un constat qui origine principalement du secteur de la musique et de l'enregistrement sonore, mais qui a aussi eu un écho certain au sein des autres secteurs, concerne l'opacité nouvelle du numérique et ses plateformes quant à la redistribution des redevances. Ça, c'est très clair. Donc, aux anciens, je dirais, modus operandi et repères plus établis sont venus se côtoyer et même émerger donc d'autres formes technologiques qui demeurent YouTube, etc., qui demeurent extrêmement opaques. Ça rejoint effectivement l'implication des fournisseurs d'accès Internet, etc. Et là-dessus, évidemment, tous les secteurs, incluant les arts de la scène, les arts du spectacle, l'ont souligné. Donc, pas uniquement les secteurs des industries culturelles, cette opacité, cette difficulté aussi d'identifier l'origine et la redistribution des redevances. Identification des contenus, circulation et métadonnées, aussi un autre élément important. Je vois Jean-Robert Bizarion ici qui travaille beaucoup sur les métadonnées. Mais encore une fois, cette opacité, cette difficulté à identifier les métadonnées, à bien les gérer, à bien les indexer et à faire en sorte que le lien soit effectué entre ces métadonnées qui sont liées à des contenus culturels très précis, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient filmiques, qu'ils soient télévisuels ou autres, multimédia, et la redistribution, la diffusion, la redistribution des droits d'auteur. Donc, c'est un élément, évidemment, qui a été extrêmement important et souligné. Une gestion complexe de micro-données et de micro-droits. Un constat majeur de l'étude est à l'effet que, finalement, et peut-être que la Fabrique culturelle est un exemple, mais aussi les autres secteurs nous l'ont mentionné, même l'Office national du film du Canada nous l'ont mentionné, d'autres aussi. Il faut gérer toute une panoplie de micro-droits liés aux cinéastes, liés aux diffuseurs, liés aux distributeurs, liés à l'éclairage, liés à la musique. Et tout cela constitue pour les organismes culturels, pour les institutions culturelles, vraiment une gestion extrêmement complexe. Donc, outre de grandes entreprises qui ont les moyens,
ou de grandes institutions qui ont une panoplie d'avocats et d'appareils juridiques pour le faire. Même les plus petites et même les moyennes institutions ou organisations culturelles ont beaucoup de difficultés et passent beaucoup de temps à cette gestion finalement de micro-droits qu'on pourrait appeler, qui pose vraiment des enjeux importants en termes de temps. Et pour finalement donner en bout de course des petits montants. En général, donc, M. Chantopy l'a mentionné, l'ère de la gratuité, etc. Mais finalement, c'est de petits montants, mais tout cela, pour les organismes culturels et les institutions, constitue vraiment une charge de temps et en ressources humaines absolument incroyable. Donc ça, c'est un constat vraiment généralisé dans tous les secteurs qui est ressorti. Autre élément, les nouveaux intermédiaires de la chaîne numérique, j'en ai parlé. Le modèle québécois de la culture et de ses industries est évidemment interpellé par tout cela. Comment, à cette ère donc, de gestion de micro-droits, de questionnement des plateformes culturelles, il apparaît important, donc, évidemment, que le contenu québécois soit valorisé ou revalorisé avec, entre autres, une action étatique soutenue. Donc ça, il y a vraiment un consensus de la part des intervenants, concerté, qui passerait notamment par le plan numérique, par la nouvelle politique culturelle du Québec, ou alors aussi par des actions ciblées selon les secteurs. Et je reviens à mon introduction, chaque secteur vit les transformations à des rythmes différents et particuliers. Donc, globalement, ce qui ressort de l'étude, c'est que les tendances générales sont perceptibles et repérables dans l'ensemble des secteurs, mais chacun le vit à des rythmes différents et donc interpelle chacun des secteurs donc à des mesures et à des actions différentes. Et un des défis du ministère de la Culture, des gouvernements, des paliers gouvernementaux, est donc de gérer cette multiplicité scalaire et interscalaire entre les différents secteurs culturels. Et finalement, un élément aussi important, et je dois insister là-dessus aussi, l'importance de l'éducation au droit d'auteur. Plusieurs intervenants ont vraiment souligné à quel point l'enjeu du droit d'auteur, notamment à l'ère de la gratuité, était peu connu au Québec, mais on pourrait aussi l'appliquer ailleurs. Et qu'il y avait ici un enjeu vraiment d'éducation plus large, de sensibilisation, je dirais. Et même si le gouvernement du Québec n'a pas des compétences très strictes au niveau politique et juridique en termes de droit d'auteur, là aussi, selon de nombreux intervenants, il y aurait une piste d'action importante aussi qui pourrait être mobilisée par le palier québécois. Sur ce, je laisse la parole à Georges pour les aspects juridiques. Merci, Christian. Alors, donc, je vais vous présenter les aspects juridiques avec l'objectif avoué de vous laisser sur votre faim, c'est-à-dire qu'on a une dizaine de minutes à peu près pour faire le tour et les 2 prochains jours sont consacrés à plusieurs de ces aspects juridiques-là. Donc, je vous fais un peu le portrait de ce qu'on a pu voir. D'abord, en commençant un peu par l'histoire, un simple rappel que le droit d'auteur et technologie ou technique ont toujours fonctionné de pair, c'est-à-dire que le droit d'auteur est arrivé, enfin, a commencé à être réfléchi de façon plus sérieuse à partir du 15e siècle, quand l'imprimerie est arrivée. Donc, lorsqu'on a eu une technologie, une technique qui permettait de faire des copies, on s'est mis à se demander à qui vont appartenir ces copies-là. Et c'est une réflexion qui s'est poursuivie début 20e, quand la radio arrive, quand la télévision arrive. Donc, le droit d'auteur et technologie, donc, c'est une combinaison qui est historiquement, en tout cas, toujours été gagnante et on verra, et peut-être ce sera l'objet de nos discussions, qui peut encore l'être, enfin, du moins, je le pense. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les médias plus traditionnels, si on pense à la télévision, à la radio, se sont toujours développés avec l'État. C'est vrai au Canada, où le CRTC, notamment, qui a toujours bien réglementé ces médias-là, alors qu'Internet, évidemment, vous le savez, se développe d'une toute autre façon et c'est ce qui va poser des problèmes. Et l'autre élément historique intéressant, je pense, à relever, c'est qu'à partir du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, il y a eu une professionnalisation donc, des auteurs qui ont quitté le mécénat et qui ont pu tenter de vivre de leur art, de leur travail. Donc, toute cette idée que le droit d'auteur est un salaire. Évidemment, c'est un salaire qui est très éclaté. Il faut coller plusieurs salaires ensemble pour faire quelque chose de décent. Et il y a derrière ça une vision assez romantique parce que vous connaissez les statistiques aussi bien que moi. C'est pas vrai qu'on vit toujours bien du droit d'auteur. Mais n'empêche, il y a toujours eu donc cette idée assez forte qui a été présente dans le droit d'auteur et qui a fait partie jusqu'à assez récemment de la réalité des auteurs. Alors, que fait le numérique? J'ai écrit le numérique déduit la propriété. C'est-à-dire que le droit d'autoriser, qui est le droit fondamental de l'auteur,
est dilué pour toutes sortes de raisons, notamment parce que depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on considère qu'une œuvre est davantage une information et que fait une information, bien, elle doit circuler. Donc, on est moins attaché à une valeur plus intrinsèque qu'il pourrait y avoir à l'œuvre. Et aussi parce que, vous le savez, tout le monde qui possède un ordinateur est capable de faire des reproductions, de communiquer une œuvre. Donc, on n'a plus besoin d'être propriétaire d'une presse à imprimer ou d'une station de radio pour reproduire et communiquer. Donc, ça change forcément les choses. Multiplication des auteurs, c'est toute l'idée que des non-professionnels se mettent à faire de la création, et c'est extraordinaire d'un point de vue de démocratisation culturelle, mais évidemment, pour le droit d'auteur, ça pose des problèmes, surtout lorsque ces non-professionnels ne cherchent pas à vivre précisément de leur travail. Donc, déstructuration du modèle de rémunération, éclatement des sources, donc déjà, elles étaient éclatées, elles éclatent encore plus, superposition donc de plusieurs modèles. Et point important peut-être qui arrive avec le numérique, et vous le savez, mais j'insiste quand même un peu sur ça, capture donc des grands joueurs. Donc cette idée de mondialisation et cette idée surtout, je dirais, de privatisation. C'est-à-dire que de plus en plus, la norme juridique, elle est décidée par des joueurs privés. C'est eux qui vont fixer les modèles de rémunération. Donc c'est plus les États, ce sont des acteurs privés qui vont dire voici combien coûte la pièce, voici combien vous serez rémunéré, etc. Donc il y a une espèce de perte de capacité de légiférer qui s'impose un peu malgré elle, donc aux États, avec des diffusions, et là, Christian parlait, qui sont de plus en plus légales. Effectivement, on a constaté dans le cadre de l'enquête que ce n'est pas tant le téléchargement illégal qui est un problème que des diffusions légales mais peu rémunérées. Donc, on pense à Netflix, à YouTube, etc. Donc, cette idée de micro-revenus, Christian en a parlé, donc je n'insiste pas, mais la difficulté et le coût pour les sociétés de gestion de gérer des micro-revenus avec, évidemment, derrière ça, l'idée de la gratuité. Donc, l'œuvre circule, devrait être gratuite, et on se demande, enfin, plusieurs se demandent pourquoi on paierait les auteurs dans cet échange culturel-là. Donc, c'était, je dirais, les premières choses qu'on a pu constater. Étendu de la question, alors je pense qu'il peut être intéressant de se rappeler que le droit d'auteur n'explique pas tout. Je pense qu'il est une pièce centrale de la question de la rémunération des auteurs, mais n'est pas la seule. Il y a de la réglementation des télécommunications au Canada qui se fait, toute la question du financement de la culture qui peut se penser sans le droit d'auteur, toute la question des ententes, des contrats, des ententes collectives, etc. Donc, il y a d'autres pans, juridiques ou non, qui interviennent aussi dans ce problème de la faible rémunération des auteurs. Et il faut se dire que d'autres secteurs sont affectés, c'est-à-dire que la vie privée est aussi très affecté par le numérique. Évidemment, ce n'est plus une question de droit d'auteur, mais il y a beaucoup de similarités avec la question des médias. La semaine dernière, à Québec, il y avait les journalistes qui se sont regroupés, et au fond, quand on les écoutait parler, on avait l'impression qu'ils parlaient de droit d'auteur. Ils identifiaient exactement les mêmes problèmes de perte de revenus. Ils se demandaient si ce ne devrait pas être l'État qui devrait les aider à financer ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une similarité de problèmes et peut-être de solutions. Alors, plus concrètement, donc, quelles sont les solutions qui peuvent arriver, donc, notamment avec le droit d'auteur? Un instant. Voilà, on est rendu ici. Soulever le problème par le droit d'auteur. Donc, qu'est-ce que nous ont dit les intervenants? Enfin, des choses qu'on pouvait peut-être deviner. D'abord, le Canada n'a peut-être pas aidé la rémunération des auteurs parce que sa loi de 2012 qui le faisait passer à l'ère numérique a amené beaucoup d'exceptions. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais beaucoup d'exceptions. Enfin, utilisation équitable qui s'est étendue, beaucoup d'exceptions dans le milieu de l'éducation. Exception de copie privée, de visionnement différé, exception YouTube, etc. Donc, il y a plusieurs éléments du droit canadien qui, certainement, n'ont pas été placés en échange d'une rémunération, donc qui peuvent forcément créer une difficulté importante. Ce qu'on a donné aux auteurs, c'est la possibilité de protéger les mesures techniques de protection qu'ils allaient mettre. Donc, vous avez dans votre guide la définition des mesures techniques de protection, mais essentiellement, ce sont des mesures qui vont vous permettre de limiter l'accès à l'œuvre ou l'accès à des copies. Donc, ça, c'est protégé, si on veut, par le législateur fédéral. Et parfois, donc, si on ne veut pas qu'une exception s'applique à nous, on n'a qu'à mettre une mesure de protection technique. Donc, c'est une façon de, je dirais, un peu détournée de faire de la politique culturelle, c'est-à-dire dire si vous voulez être rémunéré ou que les exceptions ne s'appliquent pas à vous, mettez des verrous sur vos œuvres. Enfin, donc, plusieurs ont dénoncé cette idée-là. Également, le caractère restreint de la copie privée. On a au Canada un mécanisme de rémunération pour copie privée qui s'applique au support audio vierge, mais le support audio vierge, le support physique, est, vous le savez, en déclin, et
tout ce pan-là de la loi, on peut penser qu'il va disparaître éventuellement. Donc, ça fait aussi partie, je dirais, des problèmes de rémunération, couplé au fait qu'en 2004, dans la décision CCH, vous avez la référence dans vos documents, la décision CCH, la Cour suprême du Canada a établi ou inventé, c'est selon un droit des utilisateurs, donc qui font en sorte que les utilisateurs peuvent avoir certains droits. Et donc, et on s'est mis à penser, je dirais à ce moment-là, le droit d'auteur comme étant un droit où l'utilisateur est aussi au centre de la loi. Donc, ce n'est plus seulement un droit pour les auteurs et les titulaires, mais c'est un droit qui doit cohabiter également avec des utilisateurs. Donc, quelles sont, à partir de là, des pistes de solutions? Alors, de ce qu'on a pu entendre, la gestion collective renforcée. Alors, peut-être... et beaucoup ressorti, Christian en parlait, l'idée que la gestion collective rend le droit d'auteur fonctionnel. Donc, il y a encore une pertinence. On a entendu très peu de gens remettre en question la gestion collective, donc, mais peut-être qu'il faudrait la renforcer, c'est-à-dire avec des modèles peut-être comme on peut avoir dans les pays scandinaves, c'est-à-dire que la société représente tout le monde par défaut. Les auteurs peuvent s'en sortir, donc il peut y avoir un opt-out, mais en gros, la société représente tout le monde. Donc, à partir de là, son pouvoir de négociation est évidemment beaucoup plus important. D'augmenter les copies privées donc, sur les supports numériques, que ce soit les téléphones, les lecteurs MP3, etc., donc, et de mettre une redevance pour ces supports-là. Une hausse de redevance à la Commission du droit d'auteur. Ça, on en parle depuis notamment quelques semaines, depuis qu'on a appris que à peu près 540 000 auditions, écoute d'une pièce de musique va donner à son interprète 30 $. Donc, on se rend compte qu'il y a une disproportion assez importante entre le nombre d'écoutes et l'argent qui en est qui en résulte. D'autres solutions autour des télécommunications, participation financière des diffuseurs Internet dans la production, un peu sur le modèle qu'on connaît déjà au Canada des câblos-distributeurs, des quotas de contenu canadien qui pourraient forcément agrandir l'assiette des redevances distribuées. Sinon, dans les pistes de solutions pour le Québec, parce qu'évidemment, il y a le fédéral, mais il y a le Québec qui, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas juridiction sur le droit d'auteur. Alors, l'idée de la taxation sur les transactions Internet, qui est sortie du rapport Godbout, plus grande participation des fournisseurs Internet, donc par un financement, par un mécanisme quelconque. C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui et demain, donc je ne m'avance pas trop sur cette question-là pour l'instant. Modification aux lois sur le statut de l'artiste, j'avoue que c'est une piste que j'ai tenté à peu près à chaque atelier de proposer et personne n'est trop favorable, même si je pense qu'il y a là une solution intéressante, c'est-à-dire que de faire en sorte que les fournisseurs d'accès, qu'on crée une catégorie de diffuseurs pour ces fournisseurs-là. Enfin, si le Québec veut faire quelque chose, il y a peut-être déjà avec les lois sur le statut de l'artiste une possibilité de légiférer autour de ça. Et pour conclure rapidement, ce que plusieurs ont dit, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas chercher à légiférer sur le long terme. Donc, le marché se développe. On l'a vu comment il s'est développé rapidement. Alors, peut-être y aller, une espèce de théorie des petits pas. En tout cas, c'est une idée qui est ressortie assez fréquemment. Un attachement important, et donc en termes de politique culturelle, ça, je trouve que c'est essentiel de le mentionner, à l'intervention de l'État dans la culture. Avec l'idée également que le numérique peut être un pivot de la rémunération, c'est-à-dire qu'on dit souvent que le numérique fait en sorte que les auteurs sont plus rémunérés, mais dans le numérique, il y a on a des données qui circulent, on peut savoir qui consomme quoi, enfin de plus en plus. Évidemment, ce sont des opérateurs privés souvent qui ont cette information-là, mais peut-être qu'on peut justement se servir du numérique pour avoir des façons plus aisées donc de rémunérer les auteurs, donc non pas avoir peur du numérique, mais au contraire travailler avec les joueurs du numérique pour assurer une rémunération avec les données et les traces qu'on y retrouve. Et enfin, donc, et je conclue là-dessus, c'est une espèce d'opposition à la politique du laisser-faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la rémunération devienne l'objet d'une politique culturelle. Et ça, je dirais pas qu'il y a un consensus, mais il y a une très grande majorité d'intervenants sur le plan juridique qui disaient on ne peut pas juste laisser les choses aller comme ça juridiquement, il faut faire quelque chose. La question est de savoir quoi. Voilà, merci. Donc, ultime conclusion, simplement vous dire donc les 5 rapports sectoriels, donc audiovisuel, musique et les autres, art de la scène, livres, multimédia et art du spectacle, donc sont disponibles sur le site web de la chaire Fernand Dumont sur la culture. Donc, pour aller en détail vraiment dans une analyse, on a produit 5 rapports sectoriels. Et vous trouverez aussi un rapport
d'ensemble synthétique qui résume aussi l'ensemble des ateliers de validation, les forums, en fait, de discussion qui ont eu lieu suite à la publication des 5 rapports et les rencontres subséquentes qui ont eu lieu avec les membres et les organismes, individus, organismes, institutions qui ont été rencontrés. Donc, on vous remercie. Merci, Christian et Georges. C'était extrêmement intéressant. Ils travaillent dans, comme je le disais, très dense. Il faut lire ce rapport-là pour se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il y a matière à réflexion pour alimenter les discussions pour plusieurs années. D'ailleurs, Georges a fait de l'humour, je pense, involontaire, hein, en parlant de certains trucs. Je pense que ça fait réagir beaucoup. On va en rediscuter en table ronde.